Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue à cette entrevue de la série Histoire de vie sur la chaîne Vers-le-mieux-être.tv de l'Association du cancer de l'Est du Québec. Ici Sylvain Dionne, ça me fait plaisir de vous retrouver aujourd'hui avec un nouvel invité, Jean Richard. Jean Richard qui a un parcours de vie professionnel et personnel un peu atypique, vous allez voir, mais qui a connu aussi le cancer sous deux facettes bien particulières, puis on va aborder ça avec lui sous forme de témoignage. Jean, bonjour. Bonjour. Bienvenue. Merci. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est avec un très grand plaisir. Jean, vous avez commencé à travailler, vous avez travaillé surtout dans le domaine de la gestion au fil des ans. Oui. En fait, j'ai commencé ma carrière de gestion en 1980 comme contrôleur parce que anciennement, tout le monde qui me disait, quand je faisais des tests avec les tests psychométriques. Oui, exactement. On m'envoyait davantage du côté des ressources humaines, des relations humaines, puis de la direction. Mais mon père avait insisté pour que j'aille en comptabilité. Alors, j'ai fait mon cours à Laval en sciences comptables. Et finalement, par la suite, c'est pour ça qu'en 1980, j'ai été contrôleur pour 3 compagnies d'assurance. Et après ça, arrivent les ressources humaines chez Simons. Et ensuite, là, ça a été la direction générale pendant 20 ans dans de différentes entreprises, dont Simons aux Galeries de la Capitale, ensuite Haute Renfrew. Et par la suite, Promutuelle Gaspésie-les-Îles. Promutuelle Gaspésie-les-Îles, qui aujourd'hui est rendue Promutuelle de l'Estuaire. En fait, c'est celle qui a englobé toutes les autres sociétés. Mais dans le temps, c'était un redressement à faire. Moi, mes directions générales ont été faites finalement en redressement d'entreprise. Prendre des entreprises qui vont pas assez bien et les rendre plus rentables et aussi en même temps, dégager des nouvelles visions de ces entreprises-là. Donc, c'est ça finalement que j'ai fait pendant plusieurs années et ma dernière, ça a été au Mouvement québécois de la qualité comme président-directeur général du Mouvement québécois de la qualité et c'était aussi un cas de redressement parce que le gouvernement du Québec menaçait de se retirer du mouvement. Il y avait moins de membres, ça allait moins bien et là, on avait engagé Léger pour faire une enquête pour savoir exactement qu'est-ce qui ne marchait pas avec le Mouvement québécois de la qualité. Et quand je suis arrivé là-bas, on était en train de faire ce sondage-là. Et on s'est donc rapproché de nos membres et c'est comme ça qu'on a sauvé. Parce que tout ce que j'ai fait comme redressement, je l'ai fait avec les gens en place. Alors, tu sais, le côté ressources humaines dont je parlais tantôt. C'est toujours resté la pas loin, comptabilité m'a servi parce qu'elle m'a aidé à mieux comprendre les chiffres, à mieux comprendre la relation entre les êtres humains et les chiffres, mais dans le fond, ça a été beaucoup plus avec les côtés vision, donc avec les côtés de l'être humain, de la compréhension de l'être humain à l'intérieur des entreprises que j'ai fait mes redressements. Après ça, vous vous êtes lancé dans la consultation, mais ce qui me surprend, c'est que vous avez fait un virage extrêmement important. Vous avez décidé à un moment donné de vous diriger vers la création. Vous avez décidé de donner place à votre volet artistique personnel, si on veut. Vous êtes lancé en musique. Oui. En fait, tout le temps de ma carrière, autant en consultation qu'en direction générale, j'ai toujours laissé place beaucoup à mon intuition et beaucoup à mon côté créatif. Mais évidemment, en affaires, la créativité, c'est bon, mais elle a ses limites. Alors, à un moment donné, j'ai perdu mes parents en 2010, moi, dans la même année, finalement, 28 mars, mon père. Et ensuite, c'est là qu'on va sûrement en parler tout à l'heure, du côté aidant naturel dont finalement, j'ai dû m'adapter à ça. Et là, après cette période-là, après le décès de mes 2 parents, j'ai pris la décision j'étais brûlé, pour être franc, là, on va en parler, mais j'avais besoin réellement de faire une pause et j'ai fait Compostelle. La première portion de Compostelle, je l'ai fait réellement du côté deuil, parce que j'avais vraiment un deuil à faire, et un double deuil, parce que les deux sont arrivés très rapprochés. Et dans mon cas, chez nous, ça ne peut pas être Pierre-Jean-Jacques. C'est toujours Jean. Je suis enfant unique. En fait, j'étais enfant unique. Donc, Pierre-Jean-Jacques, c'est nous, non, c'est Jean.
Alors, je devais donc prendre, évidemment, la relève quand mon père est décédé, et c'était moi qui l'ai pris. Donc, par la suite, là, j'étais brûlé et j'avais besoin d'aller me ressourcer. Jean, vous avez fait Compostelle, donc, mais il y a des lectures aussi qui vous ont inspiré, je pense, à cette période-là, notamment de Paulo Coelho. Oui, exactement, le pèlerin de Compostelle, finalement. Oui, ça m'a inspiré, parce que quand j'ai lu ce livre-là, j'ai découvert toutes sortes de choses à travers le livre, et j'ai surtout découvert que c'était pas un chemin, c'était son propre chemin. Voilà. Alors, puis moi, j'ai toujours été un petit peu à part de... J'ai toujours fait les choses un peu à ma façon, donc... en lisant ça, je m'étais dit, parce que ça faisait quand même un bon bout de temps que j'avais lu le livre, mais je m'étais dit, un jour, je ferai ça. Et là, évidemment, après le double décès, ce jour est arrivé, j'avais besoin de me ressourcer, et là, il fallait réellement que je prenne du temps pour moi. Donc, j'ai parlé avec ma conjointe, parce que quand même, quand on part pour faire Compostelle, c'est pas 3 jours. Là. Non, c'est ça. Je parlais avec ma conjointe, j'ai dit, écoute, j'ai besoin. Elle dit, vas-y, regarde, t'en as vraiment besoin, c'est clair. Je suis parti. Et la première portion de Compostelle, c'était réellement pour réaliser mon deuil. Puis j'avais préparé quelque chose. J'avais 2 cuillères en argent. Bon, mes parents étaient toujours collés un sur l'autre, donc c'était les cuillères qui les représentaient bien. Et j'étais parti avec ça en me disant, un jour, bon, ces 2 cuillères-là, je les déposerai quelque part, je ferai quelque chose avec. Et c'est à Castres, où je suis passé sur un pont, petite rivière. Ouais. Et là... j'ai accroché. Je me suis dit, c'est ici. Alors, je suis allé à la chambre chercher les 2 cuillères. Et là, j'ai fait un petit rituel. J'ai laissé tomber les cuillères dans l'eau. Il y avait du soleil cette journée-là. Et là, ça descendait dans l'eau. Et là, je voyais un petit peu le scintillement. Puis tranquillement, le scintillement est disparu. Et c'est comme si j'avais réalisé mon deuil à ce moment-là. Puis évidemment, c'était pas au début du voyage. C'était à peu près au tiers. Et là, c'est comme si par après, c'est devenu mon Compostelle, pas mon Compostelle de deuil, mais mon Compostelle de Jean qui maintenant fait son chemin. Jean, vous avez fait Compostelle quelque part en 2 temps, si on veut. Vous y avez en 2 voies. Sous 2 voies, il y avait 2 motivations bien particulières. La première, évacuer quelque part votre deuil. Oui. Mais vous me dites que vous avez trouvé aussi votre propre chemin. Oui. Après le deuil, justement, là, bon, là, je marchais plus pour moi parce qu'il y avait une portion, là, réellement, qui était... J'avais le sentiment qui était accompli. Et là, après ça, il me restait une étape. Il me restait de me rendre, évidemment, à Saint-Jacques-de-Compostelle, mais il me restait autre chose à faire, c'était à la Cruz de Ferro. Donc, ça, c'est la croix de fer qui est... et moi, dans mon cas, j'ai fait le chemin un petit peu atypique. Ça a duré 9 semaines, mais j'ai fait le chemin un petit peu atypique parce que la Cruz des Ferros, je l'ai gardée pour la fin complètement. Alors qu'habituellement, on marche, on passe par la Cruz des Ferros, puis après ça, on arrive à Saint-Jacques. Moi, j'ai été passer la croix. J'ai fait la fin, puis je suis revenu à la croix après. Et là, j'ai déposé à la croix. Moi, j'avais une petite coquille Saint-Jacques que j'avais achetée ici puis que je voulais aller déposer là-bas. Mais il y a quelqu'un aussi qui m'avait donné une pierre parce que son fils avait une maladie chronique. Et cette personne-là m'avait dit, Jean, pourrais-tu la laisser en même temps? Donc, je suis parti avec cette pierre et évidemment ma coquille. Et quand j'ai été à la Cruz des Ferros, c'était réellement une journée exceptionnelle. J'ai déposé ma coquille et la pierre. Et ensuite, ça montait pour la Cruz des Ferros et ensuite ça descendait. Et en descendant, j'ai pleuré à peu près toutes les larmes de mon corps pendant, je ne sais pas, peut-être 1 heure et demie. Et c'est là qu'une image qui m'était venue dans le chemin, est arrivée puis elle s'est précisée là. Moi, quand j'étais jeune, c'était Jimi Hendrix qui était mon héros. Et j'avais vu Jimi Hendrix à peu près aux 2 tiers de mon voyage. Mais là, à la fin comme ça, cette journée-là était vraiment particulière. Puis là, Jimi Hendrix m'est revenu dans cette descente où je pleurais en me disant « Ouais, c'est ça.
C'est ça, voilà la révélation. Et quand je suis revenu, j'ai acheté ma première guitare. C'est le 5 juillet 2011. J'ai acheté ma première guitare. Une Stratocaster, évidemment, une Fender Stratocaster. Et à ce moment-là, c'est là que la musique est entrée en moi, ou je suis entré en elle, je ne sais plus, là. Mais bon, j'ai commencé à faire de la musique là. Puis aujourd'hui, ben, vous avez votre propre studio effectivement. d'enregistrement. Vous vous consacrez uniquement à cette passion-là, je pense. À peu près. À peu près. À peu près. Jean, vous avez vécu, on le disait en ouverture, de dialogue, de discussion. Vous avez vécu le cancer de deux manières. Oui. De manière très différente. Vous avez été proche aidant de votre mère, oui, qui est décédée d'un cancer. Et quelques années, pour ne pas dire couple de décennies plus tard. Bien, 10 ans plus tard. 10 ans plus tard, bon. Voici que c'est vous qui êtes atteint d'un cancer. Oui. Laquelle des situations a été la pire à vivre pour vous? La première. Oui. Ouais, la première. Comme je disais tantôt, mon père décède le 28 mars. Et après, bon, moi, je suis un enfant unique, donc, dans un premier temps, j'accompagne ma mère, mais dans le décès, pendant un bout de temps. Et là, ce qu'il faut comprendre, mes parents sont à Québec. Évidemment, moi, je vis à Rimouski, donc avec ma conjointe, il faut que je m'entende aussi, il faut lui demander, bon, ben, je pense que ma mère a besoin de moi. Me prêtes-tu à ma mère, là? Chose qu'elle a faite. Puis ça a été un grand soulagement pour moi parce que de ce côté-là, c'était merveilleux. Parce qu'il y aurait pu y avoir des frictions, pas du tout. Tout a été très bien là-dedans. Donc, j'ai accompagné ma mère. Et quand ça a commencé, c'était l'accompagnement dans le deuil. Mais, rapidement, on s'est aperçu que finalement, elle avait des problèmes. Et les médecins lui disent à un moment donné, c'est un cancer et avec les tests qu'elle fait, c'est un cancer colorectal, mais c'est pas seulement qu'un cancer colorectal, il est réparti à différents endroits. Elle est déjà atteinte ailleurs. Donc là, ça devient réellement un changement de vie pour moi, alors que je devais simplement l'accompagner dans une période de deuil. Là, ça devient un accompagnement plus sérieux de 24 heures sur 24. Encore une fois, une discussion avec ma conjointe, oui, pas de problème. Et comme je disais tantôt, c'est Jean toujours. Donc, là, ça, c'est une période très, très difficile. Difficile parce que, à la question, laquelle est le plus difficile, c'est celui-là. Parce que tu vis une situation d'impuissance, finalement. Oui, tu es là pour aider, mais tu as une certaine impuissance aussi. Il y a des choses que tu peux faire, mais il y a des choses que tu ne peux pas faire. Et je trouve ça plus difficile quand c'est quelque chose pour les autres que pour moi-même. Vous avez cette période-là de votre vie a duré combien de temps? Vous avez accompagné votre mère? Pendant 7 mois. Pendant 7 mois. Alors, pendant 7 mois, évidemment, je suis à Québec parce que ma mère est à Québec. Oui. Donc, je suis plus ici pendant 7 mois. Heureusement, j'ai quelques tantes qui prennent le relais de temps en temps pour que je puisse aller prendre des marches et une cousine qui, de temps en temps, me laisse la chance d'avoir une fin de semaine de temps en temps. Mais ça dure 7 mois et c'est 24 heures sur 24. C'est un engagement. C'est un engagement. Oui. Puis, tu sais, quand tu es directeur général d'entreprise, parce que dans ce temps-là, c'était ma période de direction générale d'entreprise, comme gestionnaire, tu n'es pas habitué à l'aide. Tu n'es pas habitué réellement à faire de l'accompagnement de personnes âgées. Là, voilà. Puis c'est ta mère en plus, donc tu as toute la question, évidemment, de l'émotion aussi là-dedans en plus. Alors, je n'étais pas formé pour ça, donc ça a été toute une adaptation pour moi. Mais l'adaptation, c'est pas si grave. C'est plus le fait que tu vois quelqu'un que tu aimes qui est en train de s'en aller, puis tu voudrais faire des choses, mais tu ne peux pas les faire. Et aussi, toi-même, tu as ta vie, tu as donc toute ton émotion. Ouais. Et là, tu sens de la culpabilité parce que tu n'es pas parfait. Parce que tu accompagnes, puis par moment, ben, tu voudrais que ça soit tout pour elle, mais à un moment donné, toi, là-dedans, tu n'es plus là. Puis là, tu es en situation de conflit. Et j'avoue que c'est cette période-là que j'ai trouvé beaucoup plus difficile que la période où on m'a appris finalement que j'avais un cancer. Voilà. J'avoue, là, c'était plus difficile cette période-là.
Comment vous avez réagi quand vous avez appris? Parce que, écoutez, on se suit sur Facebook, d'accord? Et à quelque part, vous avez comme documenté une partie de votre cheminement, du diagnostic jusqu'au traitement. Puis bon, je sentais, en tout cas, c'est l'impression que ça me faisait, je sentais qu'il y avait une part de partage, oui, mais de libération en même temps, d'exprimer ce qui se passait au fur et à mesure que vous le viviez. Mais comment vous vous êtes senti quand le diagnostic est tombé? Parce que vous aviez vécu auparavant, mais pour quelqu'un d'autre. Ouais. Là, ça vous arrive à vous. C'est bête, mais je me disais à ce moment-là, bon, évidemment, le diagnostic est arrivé, mais avec quelques tests faits au préalable, forcément. Ouais. Et je me suis toujours dit, je vais finir par mourir de quelque chose, là. Alors, quand le diagnostic est arrivé, je vois des fois qu'il y en a qui partent par en arrière. Moi, ça n'a pas fait ça. C'est bien froidement que je l'ai pris. C'est bête, mais c'est ça qui est arrivé. Ouais. Bien froidement que je l'ai pris en me disant, bon, j'ai ça. Il y a une grosse portion de la population qui l'ont. Bien là, ça tombe sur moi. Maintenant, qu'est-ce que je fais avec ça? Ouais. Et c'est là où, évidemment, bon, les discussions avec radio-oncologues et compagnie ont fait que finalement, bon, on a pris une voie. Évidemment, peut-être que si ça avait été un cancer incurable, peut-être que j'aurais eu une réaction différente. Ouais. Mais bon, c'était pas un cancer qui était incurable. Et là, il s'agissait de rentrer dans la radiothérapie puis d'essayer de voir si ça allait s'éclairer ou si ça allait pas s'éclairer. Mais ma réaction, je me suis peut-être surpris moi-même, là, mais ma réaction n'a pas été les bras qui m'ont tombé. Pas du tout. Peut-être parce que je crois dans la science aussi de ce côté-là. Je pense que... Puis je crois aussi. Je suis aussi croyant. Ouais. Et je me disais, si c'est là, ça sera là. Puis si c'est pas là, ça sera pas là. Mais la science, où elle est rendue, fait peut-être que ça sera pas là. Puis c'est quand même particulier parce que le cancer vous a touché là où, pour un musicien, c'est quand même particulier, là. Oui et non. Oui, parce que je ne suis pas chanteur vraiment. Okay. Alors moi, ma musique est beaucoup plus une musique instrumentale. J'ai toujours aimé la musique instrumentale. Je sais que 85% des gens, que ça leur prend absolument des paroles sur la musique pour aimer ça. Moi, je fais partie du 15%. S'il n'y a pas de paroles sur la musique, je vais mettre mes émotions, je vais mettre mes paroles de toute façon. Ouais. Alors, je me suis lancé davantage sur le côté instrumental, donc ça a moins affecté, évidemment. Ça ne veut pas dire que je ne fais jamais de voix puis que j'en ferai pas, mais donc ça ne m'a pas affecté directement là, de ce côté-là. Mais dans les traitements, qu'est-ce que vous avez? Parce que, bon, j'aime mieux que vous m'en parliez que j'en parle pour l'avoir lu. Mais qu'est-ce que vous avez trouvé le plus difficile dans ce qui a suivi le diagnostic? L'après-traitement. Pendant le traitement, on s'occupe énormément de toi, puis bon, les traitements à la fin, là, OK, c'est sûr, ça brûle. Bon, ouais. Ça, on va se comprendre. Radiothérapie. Moi, j'ai eu 38 traitements de radiothérapie. Donc, c'est sûr que tu brûles à la même place pendant 38 fois, ça brûle. Alors, à la fin, évidemment, c'est sûr que... mais j'étais pas à terre à ce moment-là. Ouais. Mais dans l'après, quand ça s'est terminé, et là, tu te retrouves un petit peu plus tout seul, avec ma conjointe, évidemment, oui. Mais tu te retrouves là, moins accompagné, tout ça. Ça, j'ai trouvé ça beaucoup plus difficile et j'avais très peu de sécheresse buccale. D'ailleurs, j'en ai en ce moment, là. J'avais très peu de sécheresse buccale dans cette période-là. Et la sécheresse buccale a commencé après. Et c'est là que j'ai eu plus de difficultés à manger par la suite et tout. Donc, ça a été vraiment là, la période la plus difficile, je dirais, là, c'est la période à partir 2 semaines après la fin du traitement et à venir, pas jusqu'à maintenant, mais jusqu'à la fin de cet été. Parce que cet été, pour moi, ça a été épouvantable. Le pire été de ma vie, ça a été cet été. Et pour quelle raison? Parce que sécheresse buccale étant, avec la chaleur qu'on a connue et l'humidité. L'humidité, pour ma gorge, c'était épouvantable.
réellement, ça me mettait à plat. Je sentais là, comme une espèce de resserrement, là, donc plus de difficultés à avaler, donc plus de difficultés à manger. Alors, on se comprend dans ce temps-là qu'on est obligé de prendre des palliatifs style, par exemple, Ensure et Boost pour ne pas faire d'annonce, là, mais bon. Mais on est obligé de prendre, évidemment, d'autres voies que celle de manger. Et mon énergie était à plat. Donc, le moral était à plat. Chaleur et tout ça, moi, ça a été épouvantable. Et là, bien là, aujourd'hui, je suis capable de m'exprimer, là, hein? J'ai un petit peu plus d'énergie. Il fait froid. Alors, avec le froid, je suis en train de revenir, mais ça a réellement été cette période-là. Donc, chez moi, je pense que ça va être la sécheresse buccale qui va être l'élément majeur dans mon, entre guillemets, dans mon combat. Parce que moi, j'appelle ça une certaine forme de combat, parce que mon corps, il a à s'adapter à une période difficile, là. Il y a des choses difficiles là, qui se sont passées. Et là, bien, tranquillement, pas vite, là, je pense qu'avec la fraîche, il y a une certaine amélioration là, qui se fait. Parce que ce qu'on sentait justement lorsqu'on vous suivait sur Facebook, ou lorsque je vous suivais sur Facebook, c'est que c'était l'énergie. Souvent, c'était l'énergie dont vous parliez le plus, l'énergie qui après le traitement, au lieu de reprendre de l'énergie, de retrouver de l'énergie, on sentait qu'au contraire, l'énergie diminuait. Oui. Et que ça vous affectait, on le sentait, ça. Énormément, énormément. Cette fameuse sécheresse buccale qui me faisait en sorte, parce qu'elle était, je ne sais pas, on ne peut pas se comparer à d'autres, mais dans mon cas, ça a été réellement l'effet secondaire numéro 1. La fatigue aussi, forcément, là, mais c'est comme une espèce de cercle vicieux. Hein? Cette fameuse sécheresse buccale-là fait en sorte que tu manges moins. Si tu manges moins, tu as moins d'énergie. Et aussi, je pouvais à peu près... en fait, j'étais réduit à certaines choses à manger parce que ça me brûlait. Donc, la chaleur, je ne pouvais pas. Les épices, c'était épouvantable. Et moi, j'étais un amateur de vin et de bonne bouffe. Alors, je faisais un deuil très grand à ce moment-là. Un deuil de plus. Oui. Parce que dans le fond, quand on reçoit un diagnostic et qu'on entreprend un traitement, il y a des deuils aussi là, à faire. Parce que, qu'on le veuille ou non. Oui, absolument. Il y a des deuils à faire. Mais réellement, l'élément principal, c'est cet élément-là de sécheresse buccale qui m'amène finalement à une grande perte d'énergie. Et l'été, pendant l'hiver, ça va bien, ça va mieux. Oui, mais j'ai quand même cette perte. Et arrive l'été où là, ça me met complètement à terre. Là. Mais est-ce que c'est un état, est-ce que c'est un effet secondaire qui sera permanent ou si on prévoit que ça s'estompe avec le temps? Bien, il n'y a jamais deux cas identiques, mais j'ai comme l'impression que cette fameuse sécheresse buccale, elle va me coller longtemps. Elle va rester. Ouais. Donc, il faut que je me fasse à ça. Mais aujourd'hui, votre morale a l'air bon. Bien, depuis quelque temps, c'est mieux, effectivement. Là. Je pense qu'avec là, je mange beaucoup plus et tout, c'est plus facile. Je pense qu'avec la fraîche qui revient, là, c'est comme si... Qu'est-ce qui vous a aidé le plus? Qu'est-ce qui vous a été d'une plus grande aide pendant les traitements que vous avez subis, même encore aujourd'hui? Bien, la compréhension de ma conjointe, ça, c'est clair et net, là, c'était un élément crucial. Je pense qu'aussi, pendant les traitements, la compétence et l'accueil aussi des gens, et on parle du système de la santé puis tout ça. Alors moi, je pense qu'au niveau de la gestion, oui, il y a beaucoup à faire. Mais au niveau de l'accueil, puis au niveau des services qu'on reçoit, puis moi, c'était ici, évidemment, ici même, à Rimouski, ces gens-là sont extraordinaires. Puis ils savent comment faire les choses. Ils savent comment t'accueillir et t'accompagnent. Moi, réellement, de ce côté-là, j'ai trouvé ça exceptionnel pendant tout le temps du traitement. C'est pour ça que cet exceptionnel-là, quand le traitement arrête, là, tu sens un décalage parce que c'est tellement extraordinaire tout le temps là, que tu as tes traitements qu'après, tu arrives avec là, tu as comme une pause qui est faite dans l'attention qu'on t'apporte. Et là, c'est un peu plus difficile. Et c'est là où ma conjointe, forcément, parce que
la personne réellement qui est là après ça pour t'aider, bien, c'est ta conjointe. Puis là, on pense à la pandémie. Alors là, c'est pas les amis qui viennent, etc. Pendant la pandémie, on ne peut pas non plus. Alors, oui, ma conjointe, là, c'était l'élément déterminant, là. Son acceptation, parce que il y a un paquet de choses qu'il a fallu qu'elle fasse pour moi, là. Elle est devenue, pendant une période, puis moi, avec... Proche aidante. Ben oui, moi, avec la période où j'étais à terre, elle a dû jouer plusieurs rôles, là, finalement. Quel type de suivi, maintenant, que vous offrira-t-on? Vous devrez être suivi de quelle manière? Bien, en fait, je devais être suivi pendant une certaine période de temps, à tous les 6 mois. Maintenant, ça va être aux années. Okay. Là, je pense que maintenant, il semblerait bien, parce que il y a un scan qui a montré qu'il n'y avait plus de cancer à nulle part. Et ensuite, bien, c'est sûr que là, on a une période où on est toujours dans l'attente. Hein. Moi, je suis pas guéri. On pense que je suis guéri, mais il faut quand même rester objectif et se dire, ben, on ne sait pas, peut-être que ça peut revenir, puis il faut quand même avoir encore des suivis. Mais les traces ont disparu. Donc, là, je ne suis pas un cas, c'est pour ça que certains rendez-vous ont été remis, puis je comprenais qu'il y avait des gens plus urgents que moi maintenant. Alors là, je souhaite à tous les gens qui sont pris avec ma situation, une situation similaire à la mienne, bien, je comprends qu'ils passent avant moi maintenant, et je suis très content de ça, parce qu'on leur donne toute la chance voulue, là. C'est quand même bien, quand on tombe au suivi à l'année, pour ma part, ça a été comme une... Ouf, ça veut dire que ça va pas trop mal. Bien, c'est l'impression que j'ai, mais on ne sait pas. Hein? Alors, je prends rien pour acquis. Non, il faut pas y paraître. Mais moi, vous voyez, l'expérience, je l'ai vécue tout récemment. Un dernier rendez-vous de suivi, j'ai été suivi pendant 15 ans. 15 ans, puis bon, je me disais, c'est peut-être un abonnement à vie. Je lâchais ça à la blague. Et on m'a dit, quand j'ai rencontré la chirurgienne, traitante, elle m'a dit, bon, ben, M. Diane, c'est notre dernier rendez-vous. Il n'y a rien qui semble se pointer. Puis on se dit, OK, un peu comme vous disiez, hein, on se dit, bon, c'est intéressant, là, il me semble que ça fait du bien, mais on reste toujours avec une arrière-pensée quand même. Bien, de toute façon, c'est pas parce qu'on en a eu une seule fois qu'on ne peut pas en avoir un autre. Alors, faut quand même être réaliste. Je vieillis, je suis rendu à 68 ans, pratiquement. J'arrive à 68. Ça peut arriver encore. Et bon, si ça arrive, ben, on verra. Parce que on n'a pas de contrôle vraiment. Ben, c'est-à-dire qu'on n'a pas de contrôle. On a un petit peu de contrôle parce qu'on peut toujours s'aider, évidemment, dépendant de ce qu'on fait. Mais il y a une portion là, qui est aléatoire. Non, on ne peut pas anticiper là, non plus. C'est très évident. Jean, moi, ce qui m'impressionne, c'est tout le cheminement que vous avez fait. Je le disais, professionnellement, vous en avez parlé. Sur le plan personnel également, il y a eu tout un cheminement, des changements majeurs dans votre vie. Dites-moi si je me trompe, j'ai l'impression que ça a teinté tout ce cheminement-là préalable, a teinté votre réaction par rapport au diagnostic que vous avez reçu. Est-ce que c'est possible? Possible. Très possible. En fait, ma vie, finalement, d'affaires a été une vie de diagnostic d'entreprise. Alors, dans le fond, jusqu'à un certain point, là, c'était pas moi qui faisais le diagnostic, c'est quelqu'un d'autre, mais je comprends les diagnostics et je comprends qu'après, on a des mesures à prendre et on les a pris face à moi. Et en ce moment, bien, ça semble être une certaine réussite, finalement, le diagnostic qui a été posé. Mais oui, je pense que ça a teinté un petit peu parce que, finalement, je me suis pas senti dépourvu quand c'est arrivé, là. Quand toute la période où on analyse avant, etc. Chose que je faisais, mais dans un domaine différent. Oui, je pense que ça l'a. Puis aussi, qu'on doit avoir des mesures préventives, ce qu'on appelle l'amélioration continue en affaires. Bien, je pense qu'on a fait de l'amélioration continue de la santé. Et bon, et tout ce phénomène-là, finalement, qui fait que, oui, bien, est-ce que je pouvais, je disais peut-être c'est pas les bons mots, mais me prêter au jeu. Je pense que c'était facile pour moi de me prêter au jeu de ma guérison.
Parce que je le voyais un peu comme ça. Parce que dans une guérison, des fois, tu guéris, puis des fois, tu guéris pas. Ouais. Mais là, il y a comme un jeu qui se fait. Et ce jeu-là, bien, c'est par des traitements, c'est par différentes actions que tu dois poser. Et en bout de piste, bien, ça se peut que tu guérisses pas. Puis ça se peut que tu guérisses. Et là, dans ce cas-ci, bien, on dirait que ça s'en va dans le bon sens. Et bon, l'avenir le dira. Jean, j'aurais le goût de vous poser une question. On ne dira pas la question qui est la question finale, mais enfin, quel message vous auriez le goût, à partir de votre expérience personnelle, de livrer aux personnes qui regardent cette entrevue? Bien, je pense qu'il faut avoir un certain espoir dans la science. Parce que peut-être que, bon, je suis parfaitement conscient que la même chose me serait arrivée il y a 100 ans, je serais mort. Aujourd'hui, avec la science, puis avec l'évolution, avec toute la recherche qui se fait, je pense qu'aujourd'hui, on peut avoir, malgré que c'est un mot grave, cancer, je pense qu'aujourd'hui, on peut avoir de l'espoir. Les guérisons sont possibles. Les accompagnements sont fantastiques. Les gens sont plus ouverts aussi. Je pense que la population en général, donc chacune des familles, etc., est plus ouverte à ça. Et plus on en fait la promotion disons, de l'aide possible, bien, je pense qu'on rend un service. Pourquoi? Bien, parce que les gens peuvent garder de l'espoir. Il y a de l'espoir dans le cancer aujourd'hui, alors que peut-être qu'il y a 50 ans, on en avait beaucoup moins. Mais ça serait de garder espoir que, finalement, si vous avez un cancer, bien, ça peut être guérissable, ce cancer-là. Et vous allez avoir l'accompagnement. Puis si il n'est pas guérissable, vous allez quand même avoir l'accompagnement. Vous allez avoir peut-être l'attention, vous allez avoir les gens qui vont comprendre votre situation. Je pense que ça a beaucoup évolué et qu'aujourd'hui, c'est pas vu comme quelque chose, mon doux, mais c'est plus vu comme quelque chose, hey, faut qu'on fasse de quoi pour cette personne-là. Et je pense qu'on a davantage de ressources qu'on en avait dans le passé. Et je tiens à dire que les ressources, moi, en tout cas, celles que j'ai connues, et je dois dire les ressources que ma mère a connues aussi, parce que quand je l'ai accompagnée pendant 7 mois, c'est sûr que moi, je ne suis pas une personne de médecine, là. Donc, il y a eu un travail extraordinaire qui a été fait avec la médecin, parce que c'est une femme, la médecin, et aussi le CLSC à Québec. Il y a eu une foule de choses, d'interactions, et je pense que moi, comme personne, j'ai participé énormément dans l'accompagnement de ma mère avec tout le corps médical là, qui s'en occupait. Et je pense que ça, c'est de l'espoir pour faire en sorte que, oui, peut-être que ça guérira pas, mais dans l'accompagnement, je pense qu'on est capable d'arriver quand même à avoir une situation qui soit réellement, là, on parle de soins palliatifs, je pense que ça peut être fait de bonne façon et que finalement les gens peuvent vivre ça sereinement. On ne l'avait pas précisé, mais c'est le cancer d'une amygdale que vous avez eu. Oui, effectivement. Oui, effectivement. Jean-Richard, merci beaucoup de vous être prêté à cette entrevue témoignage. Mesdames, Messieurs, ben voilà, ça conclut cette émission, si on veut, de la série Histoire de vie sur la première chaîne, oui, sur la chaîne vers le mieux-être.tv de l'Association du cancer de l'Est du Québec. C'est une série d'entrevues témoignages qu'on vous propose comme ça pour vous permettre de partager l'expérience ou les expériences vécues de la part de personnes qui ont été touchées ou qui sont touchées par le cancer, ou encore qui ont été proches aidants, proches aidantes de parents qui ont été atteints, qui sont décédés éventuellement du cancer. J'espère que vous avez apprécié cette entrevue. Si vous voulez voir d'autres contenus, je vous rappelle que la chaîne vers le mieux-être.tv vous offre non seulement cette série d'entrevues, Histoire de vie, mais également une série de capsules sur des sujets qui touchent la santé, bien entendu, mais la compréhension de la maladie, la compréhension du cancer, la façon de se sentir mieux, d'atteindre un certain bien-être. Alors, je vous invite encore une fois, comme chaque fois que j'ai l'occasion de vous en parler, à faire le tour de la chaîne vers le mieux-être.tv. Vous y trouverez des contenus qui sauront certainement répondre à vos questions, des contenus que vous pourrez partager également
avec votre entourage. Donc ici, Sylvain Dionne, merci d'avoir été là. Merci encore une fois, Jean, et au plaisir de vous retrouver très, très bientôt.